Bien, bonjour et encore une fois bienvenue à tous pour cette dernière séance de travail avant la fin de l'année. La semaine dernière, entre deux pannes d'ordinateur, on aurait dit que le dieu de l'informatique, s'il existe, s'acharnait contre nous et il n'y a plus qu'à espérer qu'il va nous laisser tranquilles aujourd'hui. Nous entreprenions le retour annoncé à Confucius en commençant par le retour aux sources textuelles et en nous posant au fond une question très simple. Qu'est-ce que le Yu, ce qu'on appelle donc en français les entretiens de Confucius? Alors, force nous a été de constater que la première explication du titre, du moins la première que nous connaissions à ce jour, se trouve dans une source qui date des Han orientaux. Est-ce que je retrouve ma flèche ici? Oui. C'est-à-dire donc du 1er siècle de l'ère chrétienne. Alors, même à supposer que cette source ne fait que reproduire une source légèrement antérieure, c'est-à-dire au plus tôt des Han occidentaux. Là, j'ai toujours du mal à trouver la flèche. Cette explication, donc, date au bas mot de 5 siècles après le vivant de Confucius. Alors, il s'agit d'un passage, je vous le rappelle, du chapitre bibliographique, du chapitre 30, de l'histoire dynastique des Han occidentaux, donc par un historien de la deuxième partie de la dynastie, donc l'historien Pan Ku, qui est donc le rédacteur du Han Shu, c'est-à-dire donc de cette histoire dynastique des Han occidentaux. Alors, il s'agit de ce passage que vous voyez en bas, dont je vous redonne rapidement la traduction. Alors, le yu, donc le yu, ce sont les paroles yu, ici, de Maître Kong quand il répondait à ses disciples, Dizi, et à ses contemporains, ainsi que les propos des disciples entre eux, quand ils se parlaient yen entre eux, et ce qu'ils entendaient dire directement par le maître. Jie wen yu fu zi. J'ai indiqué ce membre de phrase en rouge pour attirer votre attention sur lui, puisque donc cela suppose une transmission directe de maître à disciple. Donc, à cette époque, les Dizi, donc les disciples, avaient chacun leur façon de ji, c'est-à-dire d'enregistrer ou de noter donc les paroles du maître. Alors, Fuzi Jizu, donc après la mort du maître, que l'on date traditionnellement, je vous le rappelle, de 479 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire donc de la fin du 5e siècle avant l'ère chrétienne, ces adeptes, littéralement donc les gens qui venaient à sa porte, on peut supposer donc ce sont des arrière-disciples, Xiang Yuti, c'est-à-dire donc ils collectèrent entre eux ces notes pour en faire un recueil de propos. Voilà pourquoi on appelle cet ouvrage donc le Yu, c'est-à-dire donc paroles recueillies.
Et donc, au moment de l'avènement des Han, c'est-à-dire donc au tout début du IIe siècle avant l'ère chrétienne, il existait les shō, c'est-à-dire les interprétations ou les transmissions, on pourrait supposer donc au moins en partie orale, de Qi et de Lo. Alors, vous noterez au passage la récurrence des mots qui s'écrivent avec la clé de la parole, ici, qui, prise à part entière comme un mot, se prononce donc en chinois moderne yen. Et j'attirais votre attention la dernière fois sur cet élément que vous avez en bas, qui est schématiquement une sorte de petit carré, et qui représente donc la bouche. Alors, même pour ceux d'entre vous qui ne lisaient pas le chinois, donc, vous remarquerez que vous retrouvez cet élément dans tous les mots ici. Donc, le mot yu, qui veut dire donc les paroles, lun, qui désigne des façons de discuter, ji, qui veut dire donc prendre en note, et shuo, en chinois moderne, ça prend le sens général de dire ou parler, mais ici, dans le contexte que nous venons de voir, ça désigne donc des manières de lire ou des manières d'interpréter donc par exemple une source textuelle. Et à côté donc de ce mode de transmission orale par comment dire oui-dire direct, j'attirais votre attention tout à l'heure sur cette expression tie wen yu fuzi, c'est-à-dire donc ce que les disciples ont entendu dire directement par le maître, et à côté donc de cette cette notation directe des paroles du maître, il y a aussi un autre processus donc de consignation par écrit et un processus de mise en texte qui est désigné dans le passage que nous venons de voir par des verbes comme ti, qui veut dire donc collecter des textes, et chuan. Vous avez ce caractère qui est relativement rare et qui est en général glosé par celui-ci qui est plus courant et qui veut dire donc rédiger. Nous allons voir un peu plus tard que dans des sources connexes, qu'on utilise également le verbe shu, qui en chinois moderne est utilisé plutôt comme substantif. Un shu, c'est un livre, mais en chinois ancien, ça peut être un verbe qui veut dire donc écrire. Et vous avez également ce verbe-là, shu au quatrième ton, qui veut dire aussi donc enregistrer ou consigner. Donc j'ai mis d'un côté en quelque sorte tout ce qui concerne une transmission qui peut être de nature orale, et à côté donc en face des processus qui relèvent plutôt donc de la transmission écrite. Ici, vous avez donc un style d'écriture qu'on appelle le li shu, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qu'on traduit en général par l'écriture des clercs, et vous allez voir à quoi ça ressemble. Alors, il semblerait donc que l'époque Han corresponde à un moment de fixation par écrit de tradition, alors de tradition au sens de transmission, au sens étymologique de transmission, des traditions orales diverses,
qui, donc, de transmission, deviennent des textes écrits, et même, en fait, des textes écrits qui acquièrent un statut canonique. C'est ce que vous avez ici, donc, en bas du tableau. Vous avez ici ce qu'on appelle donc les zhuan ou chuan quand c'est pris comme un verbe, qui veut dire donc transmettre. C'est ce que vous avez dans l'expression chinoise moderne chuantong, qui veut dire la tradition. Autrement dit, ce qu'on se transmet de génération en génération. Et ce sont ces transmissions qui peuvent être orales, qui sont ensuite consignées par écrit et qui deviennent donc les jing, c'est-à-dire donc des textes considérés comme canoniques dans la mesure où on leur attribue une valeur permanente ou constante. J'aurai l'occasion de revenir sur ce terme, mais là aussi, j'attire déjà votre attention sur la partie gauche du caractère, qui est le radical de la soie, la clé de la soie, du fil de soie, et qui désigne bien justement le fait que, au fond, là, nous avons la même métaphore dans notre mot d'origine latine, le textus, c'est quelque chose qui est tissé, et de la même façon, donc, ces traditions consignées par écrit, donc, ont cette valeur donc de texte, de tissage, de sens, qui a valeur constante. Alors, donc, le passage du chapitre bibliographique de l'histoire des Han que nous venons de lire se terminait donc sur la mention de deux versions ou interprétations, donc des shuo, probablement transmises oralement, celle du pays de Qi et celle du pays de Luo, dont je rappelais la dernière fois qu'il s'agit donc de deux anciens pays de la royauté Zhou et qui occupent la province actuelle du Shandong et qui sont donc considérés comme le berceau de la culture ritualiste de l'Antiquité chinoise. Et je rappelle aussi que ce pays de Luo est le pays natal de Confucius. Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le même chapitre bibliographique de l'histoire des Han, dans un autre passage, il est question d'une autre version du Luanyu, donc des Entretiens de Confucius, qui est, elle, écrite en caractère ancien, nous dit-on. Ce qui signifie probablement, dans l'esprit des gens des Han, donc, que ces caractères apparaissaient comme antérieurs au processus de standardisation de l'écriture, notamment pour la rédaction des documents officiels, commencée sous le règne du premier empereur, c'est-à-dire donc à l'époque Qin. Et vous avez donc ici justement un échantillon, évidemment qui n'est pas très clair, l'image est assez mauvaise, un échantillon donc de cette écriture des clercs, qu'on appelle en chinois donc le li shu, et qui permettait donc d'écrire au pinceau de manière plus rapide qu'auparavant. Vous avez donc quelque chose qui s'achemine vers une forme d'écriture cursive que vous avez également donc, par exemple, sur cette stèle
qui datent donc des Han occidentaux, c'est-à-dire donc autour de l'an 100 avant Jésus-Christ, et qui est donc inscrite sur stèle qu'on a trouvée donc dans le temple de Huashan, donc de la montagne Hua, donc en Chine. Donc, ce qui est tout à fait frappant dans cette forme d'écriture des clercs, c'est que, au fond, elle est lisible même par un Chinois de nos jours qui n'a pas reçu nécessairement une formation spéciale donc en épigraphie. Donc on peut dire que cette écriture a finalement peu changé de forme jusqu'à l'époque moderne. Donc c'est en ça qu'on peut dire que l'écriture chinoise a probablement été donc un des facteurs, disons, de cohésion culturelle à la fois dans le temps et dans l'espace. Je ne manque jamais de rappeler que l'écriture chinoise en fait a été utilisée bien au-delà de l'espace chinois proprement dit, puisqu'elle a été empruntée donc en Corée, au Japon, au Vietnam, et ceci jusqu'à une époque relativement récente, ce qui vous donne quand même une idée donc du facteur de continuité qu'elle représentait. Alors, donc, cet autre passage du chapitre bibliographique du livre des Han, vous l'avez ici en haut de la page. Nous sommes donc toujours au chapitre 30 donc, du Han Shu, et qui vous dit ceci. Wu Di Mo, Lu Gong Wang, Huai Kong Zi Zhai, Yu Yi Guang Qi Gong, Er De Gu Wen Shang Shu, Ji Li Ji, Lun Yu, Xiao Jing, Fan Shu Shi Pian, Jie Gu Zi Ye. Donc, vers la fin du règne de Wu Di, c'est-à-dire de l'empereur Wu des Han, qui a régné de 140 à 87 avant l'ère chrétienne. C'est donc un règne de plus de 50 ans, l'un des plus longs de toute la dynastie Han. Donc vers la fin de ce règne, ce qui nous situe donc au premier siècle, pratiquement au premier siècle avant l'ère chrétienne, le roi Kong de Lu, Lu qui est donc ce pays natal de Confucius, voulut démolir l'ancienne, enfin la demeure de Maître Krong, c'est-à-dire de Confucius, dans le but, parce qu'il désirait, en se faisant, agrandir son palais. Bon, apparemment, ce roi de Lu n'avait pas beaucoup de respect pour le patrimoine de Maître Krong, puisqu'il lance des travaux de rénovation, en n'hésitant pas donc à vouloir démolir l'ancienne demeure de Confucius. Mais bien lui en a pris, puisque c'est ainsi qu'il obtint ou qu'il découvrit donc tous ces textes que je vais énumérer en guwen, c'est-à-dire donc en écriture ancienne. Donc probablement ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ces textes étaient soi-disant écrits dans une écriture antérieure donc à ce processus de standardisation dont je parlais tout à l'heure et qui a commencé sous les Qin. Donc ces textes, on vous les énumère et ce qui est curieux, c'est que cette histoire se retrouve dans d'autres sources, mais vous n'avez pas toujours la même liste de textes. Donc
Dans cette source, ce roi aurait retrouvé donc une version du Shangshu, c'est-à-dire donc ce qu'on appelle nous le livre des documents ou le Shujing, le livre canonique des documents historiques. Il aurait retrouvé également un ti, c'est-à-dire littéralement donc des notes sur les rites, ce que nous connaissons maintenant dans le corpus canonique comme le traité des rites. Donc également un Lun-Yu, donc ces recueils de propos de Confucius, comme par hasard aussi donc un Xiaojing, un livre canonique de la piété filiale. Donc Fan Shu Shi Pian, donc en tout plusieurs dizaines de pian, ce qu'on traduit conventionnellement en français par des chapitres. Je vous rappelle donc que vous avez un caractère ici qui est surmonté du radical du bambou, puisque donc ce sont des manuscrits qui sont censés être écrits sur des lattes de bambou, que je vous ai montré la dernière fois. Et tout ceci donc en gu zi ye, donc il insiste, tout ceci donc écrit en caractère ancien. Alors le texte continue en disant Gong Wang Wang Ru Qi Zhai Wen Gu Qin Se Zhong Qing Zhi Yin Yu Shi Ju Nai Zhi Bu Huai. Donc ce roi Gong, au moment où il voulut entrer dans la maison, dans la demeure de Confucius, alors c'est là que ça devient totalement surnaturel, il entendit non pas des voix, mais il entendit donc le son, la musique de tambours, de sitar, de cloches et de pierres musicales, sur lesquelles je reviens tout de suite, sur cet ensemble musical. Donc, alors Yush est là-dessus, mettez-vous à sa place, il prit peur, et du coup donc arrêta son entreprise de démolition. Il fit arrêter la démolition. Donc, alors vous avez ici une histoire bien sûr, assez abracadabrantesque, comme dirait un de nos anciens présidents, et qui relève tout à fait du surnaturel. Mais non content donc de faire figurer cette histoire dans le chapitre bibliographique, notre historien des Han orientaux la reprend dans un autre chapitre, le chapitre 53, toujours de l'histoire des Han, où le nom de notre brave roi architecte est légèrement modifié. Ici, donc, il ne s'appelle plus donc Gong Wang, mais il s'appelle Gong Wang. Alors, Gong Wang, Chu Hao Zhi Gong Shi, Huai Kongzi Jiu Zhai, Yi Guang Qi Gong, Wen Zhong Qing Gu Qin Se Zhi Sheng, Sui Bu Gan Fu Huai, Yu Qi Bi Zhong De Gu Wen Jing Zhuan. Donc, ce roi Gong, là vous avez ici un autre, on lui attribue un autre nom, donc, mais qui phonétiquement sonne de la même façon. Donc, ce roi Gong de Lu, toujours. Donc, au début, Hao, ici, est à prendre comme un verbe, donc il aimait beaucoup, il adorait Zhi Gong Shi, donc je vous disais, c'est un roi architecte, il adorait faire construire demeures et palais. Donc, il entreprit de démolir
Jiuzhai, donc l'ancienne demeure de Maître Krong, afin d'agrandir son palais. Donc là, nous retrouvons les mêmes données que dans la version précédente. Et c'est alors qu'il entendit, Wen, vous avez toujours ce Wen que nous avons rencontré à propos des disciples qui entendent directement les propos du maître, Jie Wen Yu Fu Zi. Et j'attire là d'ores et déjà votre attention sur cet élément au milieu qui désigne l'oreille. Donc l'oreille, on va avoir l'occasion d'en parler pas mal parce que donc c'est un élément important. Donc il entend donc le chant, le bruit ou la musique. Là, vous avez donc à peu près les mêmes instruments qui reviennent, mais pas dans le même ordre. Donc la musique de cloche, de pierre musicale, de tambour et de sitar. Et à la suite de cela, il n'osa pas continuer donc son travail de démolition. Et là-dessus, il découvrit, il obtint dans le Pizhong, c'est-à-dire dans les murs, il trouva dans les murs Gu Wen Jing Zhuan, c'est-à-dire donc des écrits du corpus canonique et alors là on peut le comprendre soit des traditions commentées ou justement des écrits non canoniques en écriture ancienne. Alors, bien sûr, tout le monde se demande à quoi rime cette histoire fantasmagorique. C'est pour cela je parlais la dernière fois à propos de nos pannes d'ordinateur de phénomènes paranormaux et nous pourrions même aujourd'hui parler de quelque chose qui ressemble à un conte de Noël. Comment devons-nous comprendre cette histoire de musique qui sort des murs de l'ancienne résidence de Maître Krong? Nous pourrions d'ailleurs nous prendre à rêver quelques minutes, puisque, comme vous l'avez vu par vous-même, le Collège de France a entrepris donc de gros travaux de rénovation et on pourrait justement essayer de tendre l'oreille pour voir si nous entendons donc de la musique de la cour de François Ier, puisque nous aurions quelque chose d'équivalent à ce que nous avons ici. Alors, dans les deux récits de l'histoire des Han que nous venons de lire, sont cités une série d'instruments musicaux qui font partie de l'attirail de la musique rituelle de cour en usage à l'époque des Zhou, c'est-à-dire donc à l'époque de Confucius, et dont on a retrouvé un certain nombre d'échantillons dans les tombes mises au jour par les archéologues. Alors, vous avez d'abord les tambours. Alors, les tambours, rien à voir avec les tambours de nos fanfares municipales. Là, vous avez un tambour de taille quand même assez considérable en bronze, et imaginez un petit peu comment ça peut résonner. Donc, tambour qu'on appelle donc en chinois gu. Vous avez ensuite donc les cloches. Donc là, vous avez une sorte de d'assortiment. Vous avez des assortiments complets, comme celui qu'on a retrouvé ici, et donc vous voyez qu'elles sont de taille croissante, et vous imaginez donc qu'elles rendent un son différent, qui va donc
plus aigu au plus grave, hein, selon la taille de la cloche. Hein. Et ces cloches étaient donc frappées donc, sur les... Est-ce que je vais retrouver ma flèche sur les pointes ici avec des maillets. Alors là, vous avez donc cet assortiment et ici, vous les voyez, comment dire, en reconstitution, donc installés sur leur support. Et vous avez donc ici le nom en chinois. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retrouver ma flèche. Vous avez deux graphies différentes possibles hein, pour ce mot « zhong ». Mais dans les deux graphies, vous retrouvez là aussi donc le même radical sur la partie gauche du caractère, qui est le radical du métal. Donc, puisque ces cloches étaient la plupart du temps donc elles aussi en bronze. Là, vous voyez aussi en image de synthèse une reconstitution donc d'un dispositif complet donc de cloches. Et vous voyez, ça ressemble à un carillon donc qui était installé de cette manière. Et dans, si j'ose dire, la même ligne d'instruments musicaux, vous avez donc les pierres musicales ou phonolithes qui se présentent de cette manière. Vous voyez donc elles sont elles aussi de tailles différentes et elles sont chacune percées donc d'un trou qui permet donc de les suspendre de cette manière. Là aussi, vous avez donc en reconstitution la disposition donc de ces qing donc ou pierres musicales que l'on frappait également avec un maillet hein, et qui rendaient donc des sons différents selon la taille de la pierre. Alors ces pierres pouvaient être évidemment le haut de gamme. C'était donc des pierres en jade. Hein, donc vous imaginez là aussi donc le son assez cristallin que ça pouvait émettre. Alors vous avez ici donc un détail justement sur la constitution de ce caractère qing qui désigne les pierres musicales. Alors en haut, vous avez donc la formalisation, si j'arrive à retrouver ma flèche, ce qui est toujours très difficile. Oui. Donc vous avez donc une sorte de schématisation de la pierre musicale frappée par un maillet. Ensuite, ici, donc, vous avez la partie haute du caractère qing ici, hein, qui désigne le phonolithe ou la pierre musicale, avec en bas, donc, le radical où la clé se trouve ici en bas, hein, et qui est le radical de la pierre. Et cette partie haute du caractère, vous la retrouvez hein, dans le mot qui désigne le son, hein, qui se prononce en chinois moderne sheng. Hein. Alors, vous retrouvez cette partie haute avec en dessous un autre radical qui est ce fameux radical de l'oreille, sur lequel j'attirais votre attention tout à l'heure. Et ce radical de l'oreille, de manière tout à fait intéressante, vous le retrouvez également dans ce mot-ci. Vous avez donc l'oreille ici et la bouche ici, dans ce caractère qui se prononce en chinois moderne sheng, hein, au quatrième ton, et qui désigne donc le sage ou la sagesse. Donc là, vous avez toute une sorte de, comment dire, de réseau sémantique qui se construit donc autour justement de ce radical de l'oreille. Alors, je continue donc ma série musicale en vous montrant
donc un des types de sitar qui est mentionné dans les textes que nous avons vus. Vous avez ici une sitar qui peut être à 5 ou 10 cordes et qui est dénommée qin et qui est donc l'ancêtre assez lointain du guqin actuel. Certains d'entre vous ont peut-être entendu cet instrument qui est en train de revenir en vogue à l'heure actuelle avec la redécouverte de la Chine, la culture chinoise traditionnelle. Donc maintenant, il y a des concerts donnés en salle de guqin. Donc là, ici, vous avez l'ancêtre de cet instrument qui va de pair avec cette autre sitar qui, elle, comprend 25 cordes et qu'on appelle donc le se. Et donc ces sitars sont des accessoires, si j'ose dire, presque obligés du lettré traditionnel. Et comme nous allons le voir, Confucius, en tout cas si l'on en croit les sources comme les entretiens, était donc un adepte, un pratiquant donc de cet instrument. Il s'en séparait pratiquement jamais. Alors, donc de ce type, je vous montre aussi donc une petite figurine en terre cuite qui date des Han orientaux, donc qui est donc à peu près contemporaine des textes que nous étudions en ce moment, et qui représente un personnage jouant précisément de cette sitar se, donc pour que vous voyez un petit peu comment ça se joue, c'est-à-dire donc ici ça semble poser plus ou moins directement sur les genoux du personnage. Le personnage est agenouillé et donc il a la sitar posée horizontalement sur ses genoux, mais on peut également le poser sur une table basse. Et donc c'est joué à deux mains donc de cette manière. Alors, de ce type de musique rituelle, on ne peut évidemment pas être sûr qu'il en sortait véritablement des murs de la maison de Confucius. Donc, comme je disais, si vous lancez des travaux de rénovation chez vous, tendez l'oreille, on ne sait jamais. Mais du texte du Luan Yu, des entretiens, il en sort beaucoup de musique, puisque dans cet ouvrage, la musique tient une place très importante et il est à maintes reprises fait référence à une véritable passion de Maître Krong, de Confucius, pour la musique. Et si l'on en croit le Luan Yu, Maître Krong cherchait constamment à se perfectionner auprès des maîtres de musique dont on sait qu'ils étaient assez souvent donc des aveugles. Alors vous avez ici une illustration qui est tardive, qui date du XVIIe siècle. C'est une gravure sur bois, mais qui est quand même intéressante parce qu'elle nous montre Confucius chez un de ses maîtres de musique. En l'occurrence, il s'agit du maître de musique Xiang, qui était joueur de pierre musicale, donc de qing, et qui en même temps enseignait, semble-t-il, donc la sitar, le se, à Confucius. Alors, sur cette gravure, vous voyez donc cette sitar qui est portée donc par un assistant ici, donc à l'horizontale, et vous avez également donc les éléments de l'attirail de musique rituelle dont je vous parlais tout à l'heure,
à savoir donc une cloche ici suspendue et donc une pierre musicale ici. Donc vous reconnaissez la forme très caractéristique. Alors, dans dans les entretiens, vous avez donc un nombre assez important de passages où il est fait donc allusion au goût de Confucius pour la musique. Alors je ne vais pas vous les citer tous, simplement donc ceux qui sont restés les plus fameux et qui sont restés donc profondément associés donc à l'image du maître. Par exemple, celui-ci, qui est extrait donc du livre 7, du chapitre 7, nous sommes à la section 32, où on vous montre le maître qui, j'oserais pas dire, ce serait vraiment un peu trop, le rabaisser, mais qui, semble-t-il, aimait beaucoup chanter. On ne pourrait pas dire qu'il aimait pousser la chansonnette parce qu'il ne s'agit pas de ça du tout, mais il aimait bien chanter, mais dans un contexte probablement rituel. Ce passage vous dit ceci: Zi yu ren ge er shan, bi shi fan zhi, er hou he zhi. Le maître, quand il chantait donc avec d'autres personnes, quand il chantait en chœur avec d'autres, et qu'il shan, et qu'il tombait sur une pièce de musique qu'il trouvait bonne, qu'il aimait bien, pi shi fan zhi, il ne manquait jamais, c'est-à-dire nécessairement, il fallait qu'il demande qu'elle soit donc fan, c'est-à-dire reprise, répétée, pour ensuite la reprendre à l'unisson. Donc ici, vous avez juste une allusion, vous avez toute la section 32 qui tient en ces quelques petites phrases et qui semblerait vous montrer donc Confucius justement en situation de pratiquer ce chant en chœur. Alors un autre passage extrêmement célèbre est également tiré du chapitre 7 et il s'agit de la section 14 qui vous dit ceci: Zi zai qi wen shao san yue bu zhi rou wei yue bu tu wei yue zhi zhi yu wei yue zhi zhi yu si ye. Donc le maître, un jour qu'il se trouvait au pays de Qi, donc ce pays de Qi, voisin du pays de Luo, donc le pays natal de Confucius. Donc on sait que Confucius a pas mal voyagé et séjourné donc dans ce pays voisin de Qi, se trouva donc à wen. Alors vous retrouvez encore ce verbe qui veut dire entendre ou écouter, avec toujours cette oreille ici, donc se trouva à entendre la musique shao. Alors cette musique, c'est une musique rituelle qui était censée être jouée à la cour du souverain mythique Shun. Alors pour ceux d'entre vous qui étaient éventuellement là l'année dernière, Shun, nous l'avons déjà rencontré dans un autre passage du Lun Yu, où il est dit que ce souverain se contentait de gouverner par le non-agir, par le Wu Wei, en se contentant donc de siéger face au sud.
Donc c'est shun, c'est vraiment donc l'exemple du souverain idéal. Et je me semble me souvenir donc que nous avions développé un petit peu justement cette notion confucéenne donc du non-agir. Mais je ne reviens pas là-dessus pour l'instant. Ici, donc, il s'agit de cette musique Shao qui produit une telle impression donc sur notre brave Confucius que c'est-à-dire que pendant 3 mois, alors le san, là aussi pour ceux d'entre vous qui ne lisent pas le chinois, c'est pas sorcier, vous avez 3 traits, ça veut dire 3. Donc 3 mois, mais en fait, en chinois ancien, ça peut, le 3 ouvre, comme dit le Laozi, sur les 10 000, autrement dit, ça peut désigner en fait génériquement plusieurs mois. Donc en tout cas, pendant très longtemps, il ne connut plus, il ne reconnut plus le goût de la viande. C'est-à-dire que donc il était tellement donc transporté, ravi au sens étymologique du terme, qu'il en a oublié donc le goût de la viande pendant plusieurs mois. Alors je dis toujours, ça c'est le genre de choses qui risque pas de m'arriver, à moi qui suis une carnivore invétérée. Donc il était tellement ravi qu'il n'arrêtait pas de s'exclamer Yue, et on vous dit au discours direct ce qu'il disait de cette musique, Putru wei yue zhi zhi yu si ye, c'est-à-dire je n'aurais trou, c'est une image, c'est-à-dire je ne me serais jamais figuré, je n'aurais jamais imaginé que en tant que musique, qu'une musique pouvait donc c'est-à-dire littéralement arriver donc à ce point-là. C'est-à-dire cette musique Shao est tellement belle que je n'aurais jamais imaginé que une musique aurait pu arriver à ce point-là. Alors ici vous avez ce mot yue qui peut également se prononcer le, auquel cas il veut dire donc la joie ou le plaisir. C'est le mot que vous trouvez par exemple dans le premier passage des entretiens que nous lisions donc la semaine dernière ici, et qui désigne donc une forme de joie pure, sans sans motivation particulière, sans cause particulière. Et donc nous avons dans l'enseignement confucéen cette idée que cette joie qui se confond donc avec la musique, c'est une source de joie pure, tout comme justement la pratique de l'étude confucéenne dont il est question donc dans ce chapitre inaugural donc des entretiens. Alors je reviens rapidement donc à mon texte. Alors on pourrait dire cette identification de la musique à une joie pure qui est procurée par la pratique de l'étude ou par la pratique des rites, c'est un motif de discorde entre les confucéens et les moïstes, dont nous allons sans doute reparler, qui était en fait une sorte de mouvement dissident
du mouvement confucéen, et qui s'opposait justement aux confucéens, notamment sur cette question de la musique. Parce que les mohistes, comme on pourrait dire des sortes de talibans avant la lettre, s'opposaient justement à la pratique de la musique parce qu'ils considéraient que c'était donc justement une activité gratuite et une sorte de plaisir gratuit, et donc pour eux c'était quelque chose à bannir. Et les confucéens, en revanche, leur reprochaient aux mohistes de ne pas comprendre précisément tout l'esprit contenu donc dans la musique, et que nous avons justement dans le passage suivant des entretiens, cette troisième citation extraite du chapitre 3 à la section 25, où le maître nous explique ce qu'il trouve de si extraordinaire dans cette musique shao, qui est capable de lui faire oublier donc le goût de la viande. Alors, zi wei shao, jin mei yi, you shan ye. Wei wu, jin mei yi, wei jin shan ye. Donc, ici, il est question donc de nouveau de cette musique shao, et le maître considérait que cette musique, jin mei yi, c'est-à-dire littéralement, elle est d'une beauté achevée. Jin, ça veut dire aller jusqu'au fond des choses, donc elle est d'une beauté suprême. Yo shan ye, c'est-à-dire elle est en outre, elle est à la fois d'une beauté achevée et en plus elle est d'une bonté suprême. Et il l'oppose à un autre type de musique, Wei Wu, la musique de Wu, qui est c'est une musique, comme son nom l'indique, guerrière, qui est associée donc au roi Wu des Zhou, un des pères fondateurs de la dynastie Zhou, qui porte ce nom posthume de roi guerrier. Et cette musique, on peut supposer que c'était une musique relativement martiale. Alors là, Confucius dit de cette musique, Jin mei, certes, elle est très, très belle, mais wei jin shan ye, mais elle n'est pas d'une bonté achevée. Donc il oppose ici deux types de musique, la musique associée au souverain Shun, cette musique Shao, qui pour lui est à la fois donc belle et bonne. Alors évidemment, les comparatistes ne résisteront pas à l'envie de rapprocher ça du kalos kagatos grec, mais enfin je ne suis pas tout à fait sûre qu'il s'agisse de ça ici. Et alors que la musique Wu, cette musique martiale, donc, elle a une beauté formelle, mais elle n'est pas d'une bonté aussi achevée. Alors, ce que le maître veut dire ici, et ce sera donc la dernière citation de l'année, nous en resterons là-dessus, il l'explique dans un passage du chapitre 17 à la section 11. Et vous allez voir ici que la formulation est vraiment la plus succincte possible. Ziyue, donc nous avons la formule canonique, le maître dit Li yun, yu bo yun hu zai, yue yun, zhonggu yun hu zai. Donc, quand on dit les rites, est-ce qu'on parle seulement donc de yu bo, c'est-à-dire donc de jade et de soie? Donc là, il s'agit en fait d'offrandes ou de présents rituels de matières précieuses, donc de jade et de soie. Et de la même façon,
Yue quand on parle de musique, bien sûr, il s'agit ici de musique rituelle qui est associée au li, au rite. Zhonggu Yunhu Zai, est-ce qu'on est en train de parler seulement de cloches et de tambours? Autrement dit, vous avez ici quelque chose qui va revenir comme un leitmotiv dans dans les entretiens, c'est que l'exécution purement formelle des rites n'a aucune valeur. Il faut aussi donc y mettre donc du shan, c'est-à-dire de la bonté. Autrement dit, il faut y mettre de l'intention, et donc nous allons rester sur ces bonnes paroles alors que nous nous apprêtons donc à exécuter justement certains rites de nos sociétés occidentales pour lesquels donc je vous présente tous mes vœux. Donc bonne fête de fin d'année à tous, et rendez-vous si nous sommes encore tous là donc en 2012, donc le jeudi 5 janvier. Merci.